avec une intervention qui porte sur la zone grise. Alors j'ai bien compris que c'était attendu, donc j'espère que ça va vous apporter des informations. En tout cas, vous allez avoir... On vous entend un peu. Ah. On parle trop fort aussi. J'ai augmenté le son. Alors, zone grise. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé... Merci beaucoup. On n'a pas parlé ce matin quand même de la définition du consentement, et je voulais quand même qu'on puisse avoir une définition. J'ai tout simplement pris la définition du Larousse pour commencer. Se prononcer en faveur, un acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir. Du coup, j'ai également trouvé une définition du consentement sexuel. Alors celle-ci, je ne l'ai pas trouvée dans le Larousse, mais je l'ai trouvée dans des articles scientifiques sur le sujet, parce que c'est une question qui a été abordée. Et vous voyez que ce n'est pas forcément récent, parce que ça date de 99. Et voilà, je voulais vous partager aussi cette définition. Communiquer de façon verbale ou non verbale son sentiment ou sa volonté de s'engager dans une activité sexuelle. Alors, je parle un petit peu plus fort. Difficile. Le consentement, pour moi, il y a deux parties dans la notion de consentement. La partie interne, c'est-à-dire le ressenti interne, l'acte mental, ça pourrait correspondre, comme on pourrait dire, au désir, et l'acte verbal, comportemental, ou la manière dont on va exprimer ce désir. Donc de vouloir s'engager dans cette relation sexuelle. Du coup, dans les études, ils parlent d'intern consent and extern consent. Voilà, qui sont les deux parties. Et je voudrais aussi préciser que désirer, ça ne veut pas forcément dire consentir, et inversement. On peut trouver l'homme avec lequel on travaille extrêmement beau, extrêmement séduisant, et se dire oh là là, franchement, il est vraiment beau, je le désire, je fantasme du tout, mais sans pour autant consentir à avoir une relation sexuelle avec cette personne. Et inversement. Qu'est-ce qu'on entend par le consentement interne? Eh bien, il y a plein de petites choses en fait qui montrent quoi, le consentement interne. C'est des réponses physiques. C'est quoi? C'est votre cœur, c'est les battements de votre cœur. Ça peut être aussi des réponses comme l'érection chez un homme ou la lubrification chez une femme. La zone de confort, on est dans une zone de confort, c'est-à-dire on est sécure, on se sent à l'intérieur respecté, protégé. On est dans un état d'éveil, on est dans un état intéressé, la volonté du coup c'est le désir, et on est également prêt, c'est le moment, c'est sûr, c'est maintenant. Dans le consentement externe, qui est plus l'expression de sa volonté, là les auteurs viennent dire qu'il y a différents niveaux pour exprimer sa volonté, donc aussi bien au niveau verbal qu'au niveau comportemental, jusqu'à aucune réponse. Voilà, donc il y a une sorte d'échelle, de gradation, qui fait que du coup, on peut exprimer aucune réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne consent pas à avoir cette relation sexuelle. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Donc les comportements non verbaux, ça va être par exemple caresser, étreindre, enlever ses vêtements. Le comportement verbal, oui, j'ai envie d'une relation sexuelle avec toi. Ça peut être aussi ce qu'ils appellent des pressions un petit peu, s'isoler avec son partenaire, fermer la porte, des comportements plus passifs, se laisser caresser jusqu'à l'absence de réponse qui ne va pas forcément dans le sens de « non, je ne veux pas cette relation sexuelle avec toi ». Ça peut vouloir le dire, mais ça peut vouloir dire « ok pour continuer », mais ça veut dire qu'on n'exprime pas son consentement externe en fait. C'est pas simple. L'initiation à la relation sexuelle, alors ça pour moi c'est fondamental. C'est une étude qui date de 2011 et j'ai essayé de trouver des études plus récentes parce que je me suis demandé est-ce que les choses avaient changé. Ça qui me semblait important. Mais l'étude de 2011 pour moi elle est très importante. Ils sont venus demander à des jeunes comment ils initiaient la relation sexuelle. Est-ce que tout simplement ils demandaient... Est-ce que les jeunes demandent « Est-ce que tu veux une relation sexuelle avec moi ce soir ?» Est-ce que la personne en face répond « Oui, je veux une relation sexuelle avec toi ce soir ?» Eh bien, c'est pas du tout ce que vient nous dire cette étude. Puisque ce que vient nous dire cette étude, c'est dans 91% des cas, on a des initiations indirectes. Donc, je vais vous parler des initiations indirectes. Et en plus de ça, 66% des cas, on a des initiations non verbales indirectes.
Donc vous voyez qu'on est dans la subtilité. Et ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que les jeunes qui participent à cette étude viennent dire que les initiations indirectes, elles sont jugées plus désirables et plus sexy que les initiations directes. Je veux une relation sexuelle avec toi, oui, je suis d'accord pour avoir une relation sexuelle avec toi. Les initiations verbales directes, c'est quoi? C'est des mots sans ambiguïté. Tu veux un rapport sexuel avec moi ce soir. Les initiations verbales indirectes, c'est des phrases ambiguës qui laissent amener vers la relation sexuelle. Est-ce que tu es fatigué ce soir? Est-ce que tu serais pas dans le mouvement? Tiens, qu'est-ce que t'en penses? On n'est plus dans quelque chose de très clair. Voilà. Les initiations non verbales, du coup comportementales indirectes, c'est quoi? C'est des actions sans ambiguïté, donc toucher les parties intimes, par exemple, de sa partenaire. Donc là, on est dans des initiations comportementales qui sont sans ambiguïté, je veux dire. Et les initiations comportementales indirectes, on est dans des actions à nouveau ambiguës sur étreindre son partenaire, caresser son bras. Donc, on est clairement chez les jeunes, en tout cas dans cette étude en 2011, sur des initiations indirectes et sur des initiations non seulement indirectes verbales, mais aussi indirectes comportementales, qui fait, et les gens viennent même dire qu'en finalité, c'est ça qui est sexy, c'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous excite. Donc vous aurez bien compris que du coup, dans l'initiation à la relation sexuelle, peu de personnes disent « je veux un rapport sexuel avec toi ». Et peu de personnes répondent « ok, pour un rapport sexuel avec toi ». Et je vous renvoie à la chanson du coup de Lady Marmelade « voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. J'ai essayé de trouver des enquêtes plus récentes du coup, parce que je me suis posé la question de savoir si les choses avaient changé. Et ça me semblait intéressant de me dire, bah tiens, il y a eu quand même plus de 10 ans qui se sont écoulés, mais est-ce que du coup on a avancé? J'ai trouvé cette enquête. C'est une enquête de l'INSEE qui a été faite sur 1115 hommes pour le coup. Ça a été fait sur les hommes. Alors j'aurais aimé que ça soit fait dans les deux sens, mais voilà, l'enquête est faite sur les hommes. Et c'est une enquête assez récente, puisqu'on est 2023. Et voilà ce que vient de nous dire cette enquête. Donc je vous lis déjà ce que j'ai mis en gras. Plus de la moitié indique ne pas demander systématiquement pour un rapport sexuel avec sa partenaire. Bon, du coup, à nouveau, on est encore, je crois, dans l'indirect. Et il faut se le dire, les choses sont comme ça. J'ai aussi mis quelques autres choses qui étaient retrouvées dans ces études. Un homme sur 4 reconnaît avoir insisté pour une relation sexuelle. Un homme sur 10 indique avoir déjà envoyé par Internet son sexe sans qu'on lui ait demandé. Et un homme sur 10 indique également avoir insisté pour recevoir une photo intime de sa partenaire. Je trouve que c'est important qu'on puisse quand même se dire ces choses-là. Donc on est encore dans des initiations d'une relation sexuelle qui sont indirectes. C'est encore d'actualité. Je pensais que les choses avaient changé, mais je constate que ça n'est pas le cas. Alors je le constate avec mes patients. Vous savez que je suis une population de mineurs qui ont commis des infractions à caractère sexuel. Clairement, il n'y en a aucun qui me dise « Ah bah oui, je lui ai demandé, clairement. » Ils viennent tous me dire « Bah on avait compris, etc. » Alors moi je me suis peut-être dit « Ma population est particulière. Ma population est particulière. » Mais en finalité, sur des études qui sont faites grand public, je remarque que c'est la même chose. Donc, c'est compliqué parce que déjà l'initiation à la relation sexuelle n'est pas forcément posée clairement, mais au-delà, de l'autre côté, au-delà d'un consentement externe explicite, certaines personnes indiquent passivement leur consentement en ne résistant pas, en ne stoppant pas les avances des partenaires et en ne disant pas non. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne souhaitent pas cette relation sexuelle, ça veut dire qu'elles ne souhaitent pas exprimer corporellement leur consentement à cette relation sexuelle. Et elle vient dire, mais j'étais consentante. Voilà. Mais je n'ai pas souhaité l'exprimer de manière plus claire. Et bien que ça commence à se compliquer, et je pense à nos jeunes qui ont déjà du mal à repérer les émotions de l'autre et qu'est-ce que veut l'autre, ça devient compliqué. Il y a clairement une différence de genre. C'est que les hommes, ils initient plus fréquemment la relation sexuelle, donc ça c'est ce que les études viennent nous dire, ça correspond à un conditionnement sociétal de ce qu'on attend de l'homme et ce qu'on attend de la femme.
on vient dire également que les hommes, ils sont plus en phase dans leur consentement interne et dans leur consentement externe, et que les femmes sont plus en désaccord. C'est lié à la société. Donc ça, c'était un petit peu pour poser un petit peu les bases de comment on initie une relation sexuelle, puisque c'est vrai que ça nous amène un petit peu à la zone grise, et moi j'aime tout à fait cette phrase, consentir, c'est ne pas se résigner, et je crois que quand on s'est résigné, c'est que on est un peu dans la zone grise. Quand on s'est résigné, bien sûr, sur l'instant. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une équipe, alors je crois que c'est une équipe de Bordeaux, qui a fait un petit message de prévention sur la zone grise. Je le trouvais particulièrement bien fait, donc je vais le partager. Ouais. Ouais, carrément. Non. Yes. Non. Non. Ouais. Ouais. Non. Non. Ouais. Yes. Non. Oui. Non. Non. Oui. Yes. Ouais. Non. 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 Ouais. Oh. Oui. Je sais pas. Bon, vraiment pour te faire plaisir. T'insistes. De prévention, on en parlera après, mais je voulais vous faire partager ce... Qu'est-ce qui a fait ça alors vous trouverez ça sur YouTube, tout simplement sur YouTube. Vous allez trouver ça sur YouTube, vous tapez zone grise consentement. Je pense que c'est une équipe de Bordeaux et je m'excuse si je ne donne pas les bons auteurs, mais on vous mettra le lien des bons auteurs de cette étude, de ce petit travail qui a été fait sur la zone grise, et je le trouvais assez intéressant. Donc je le partage. C'est peut-être belge d'ailleurs, parce que je vois... C'est l'université de Bordeaux. Ça va, j'étais à peu près juste aussi. Hop, je me remets juste en PowerPoint. Donc voilà un petit exemple de la zone grise. Je me suis également permise de mettre des choses que j'ai trouvées sur Internet, tout simplement, dans les articles de journaux. Et je suis contente que Iris, le maître Christol soit encore là, puisque je ne sais pas comment a été jugée cette affaire, puisque je n'ai pas accès à plus que ce que j'ai pu trouver dans le journal, et je n'ai pas trouvé la réponse dans le journal. À Évreux, le tribunal dans la zone grise du consentement, novembre 2022. Voilà ce qu'il vient de nous dire, je vais vous faire un résumé de l'article. Ce matin-là, le fils du couple découvre ses parents en train d'avoir une relation sexuelle sur le canapé. Il se jette alors sur son père et lui assène des coups. L'adolescent soutient que sa mère n'était pas consentante, qu'elle dormait après avoir pris des somnifères. Il a même pris son pouls pour savoir si elle était encore en vie, ajoute le procureur. Papa a encore violé maman. Le père, déjà condamné pour violence sexuelle, j'ai mis entre parenthèses. Je voulais une relation sexuelle, elle s'est endormie, je me suis arrêtée, basta. Bon. La mère dit ne se souvenir de rien, mais j'étais consentante avant de tomber dans le cirage. Lorsqu'une relation n'est pas désirée, je dors ailleurs, sur le canapé, la chambre de ma fille. Elle ne se considère pas comme victime et veut revivre au plus vite avec son mari. Nous n'avons pas alors, ce que vient de nous dire un avocat à la fin, M. Thélier-Ormandy. Nous n'avons pas la preuve que monsieur a continué l'acte de pénétration quand il s'est rendu compte qu'elle était dans un état vaseux, poursuit l'avocat. Je n'ai pas la suite de cette affaire, je ne sais pas si Iris... Voilà, tu pourras nous en dire plus. On comprend bien qu'il y a une relation particulière, bien sûr, entre monsieur et madame. On comprend aussi que madame est vulnérable. Elle prend des médicaments. Quand elle ne veut pas de relation sexuelle, elle dort dans la chambre de sa fille, ce qui commence à devenir un petit peu étonnant. Mais voilà, alors moi je trouve que c'est très compliqué que ces histoires arrivent forcément devant les tribunaux, parce que comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Zone grise, pas de définition claire. Zone entre consentement et l'abus. Ça serait quoi? Ça serait céder sans avoir consenti, sans menace ni violence.
Et cette zone grise, elle est liée à la culture du viol. C'est quoi la culture du viol? C'est des stéréotypes qui sont véhiculés par la société sur le vrai viol, entre guillemets, et sur la vraie victime. L'idée, c'est de minimiser le viol, nier le non-consentement, blâmer les victimes, c'est-à-dire rejeter la faute sur la victime, et tout en donnant des choses, je vous donne des exemples. Si elle ne s'est pas débattue, c'est qu'en finalité elle était d'accord. Si en finalité il lui arrivait ça, c'est parce qu'elle était habillée en mini-jupe. Si elle se baladait le soir à minuit aux arceaux, c'est qu'elle voulait une relation sexuelle. C'est ça la culture, ça la culture du viol. Et en contrebalance avec la lad culture, ce qu'on appelle un peu la culture du mec. Alors ça, c'est des cultures un petit peu, des groupes de jeunes, des garçons en l'occurrence, donc des garçons qui, pour se sentir virils, existaient en tant qu'hommes, font de la muscu, développent des gros muscles, se font des tatouages, font des abdos, s'alcoolisent régulièrement, sont dans cette ambiance un petit peu alcoolisée, sportive un peu à outrance, et qui véhiculent complètement des idées sexistes, misogynes et homophobes. Et ils font le lien, c'est britannique, hein, dans le rapport que j'ai pu lire, entre cette lad culture et les violences sexuelles. Puisque quelque part, la virilité passe par la soumission de l'autre, la soumission de la femme. Dans ces petits groupuscules, hein, je ne fais pas du tout une généralité de tous les garçons, bien évidemment, comme quoi, en finalité, pour être un mec, pour être un vrai, faut assurer dans le sport, faut être fort, faut être viril, et dans la sexualité, il faut montrer qui est le patron. Je vous fais un autre exemple de cette zone grise, et j'ai trouvé des exemples un peu sur Internet. Hein. Donc voilà ce que nous dit cette jeune fille. C'est une jeune fille qui est dans une soirée avec un garçon qu'elle ne connaît pas, elle rencontre dans la soirée, ils boivent beaucoup, et puis elle va chez ce garçon. Puis là, il me dit qu'il se fait tard, qu'il commence tôt, qu'on devrait aller se coucher. Ok, ici certaines choses commencent à devenir floues dans ma mémoire. On va dans sa chambre, il commence à me déshabiller, je me sens stressée, pas à l'aise. Il me demande si je veux qu'il éteigne la lumière. Je dis oui. Je ne sais plus comment je me retrouve allongée sur le dos, dans son lit, nue. Je n'ai jamais dit oui. Je n'ai jamais dit que j'en avais pas envie. Et je n'en ai pas très envie. Il me demande si je suis stressée ou quelque chose du genre. Je réponds oui. Je ne sais pas s'il me répond. Je me dis à tout moment, paniquée, qu'il pourrait me violer. Tout cela serait plus simple si je me laisse faire. Je lui dis doucement, stressée. Mais je ne sens rien, strictement rien. Il termine rapidement sa petite affaire. Il dit qu'il est content, ou une connerie du genre, et qu'il ne parle pas trop après l'amour. Il s'endort rapidement de son côté. Moi, je pleure en silence. Ce qui me blesse le plus à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas un seul geste de tendresse pour moi. Je me dis que je ne vais pas pouvoir dormir à ses côtés, c'est insupportable. Je me lève, je vais sur le canapé, je textote des amis. Je voudrais rentrer chez moi, mais je finis par revenir dans le lit et m'endormir. Je n'arrive pas à appeler ça un viol, mais je sais qu'il y a un problème, que mon consentement a été ignoré quelque part. Il y a un reportage sur France 2 qui a très bien traité la zone grise, qui s'appelle d'ailleurs Zone grise. Je vous invite vraiment à le regarder, il est disponible sur YouTube. Et il vient nous donner un petit peu des informations sur cette zone grise. Une personne qui n'est pas à l'aise dans la situation, mais qui ne s'y oppose pas verbalement ni physiquement. Une personne qui n'ayant pas rencontré d'opposition verbale ni physique présuppose que l'autre est d'accord. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toujours les commentaires récoltés sur Internet suite à la diffusion de cette émission. Et voilà ce que viennent nous dire les différentes personnes qui viennent parler de cette émission. En même temps, céder sans avoir consenti, il n'y a pas un os dans le pâté là. Donc, il y en a qui viennent répondre, bravo, vous venez de passer à côté du sujet même du documentaire, regardez-le, vous comprendriez mieux. Je tente de comprendre, donc il y en a qui essayent quand même. Premier cas, tu dis non, il insiste, tu lui places un coup de pied dans les couilles, affaire réglée. Deuxième cas, tu dis non, il insiste, tu dis oui, affaire réglée. Si tu dis non, mais reste à côté du mec et te laisse faire, tu es conne, simplement. Fallait pas attirer le mec, le séduire et après dire non, je suis contre cette idée de reportage. Et je vous passe, parce qu'il y a tout un flot de commentaires et de gens qui... Voilà, ceux qui avaient compris.
ceux qui n'avaient pas compris. Et on voit bien, du coup, cette zone grise, elle n'est pas si claire. Elle n'est pas si claire. Voilà. Alors, je voudrais qu'on reprenne ce qu'on a dit au début, parce que le consentement, il n'est pas exprimé clairement. Je vous l'ai dit au début. Je vous l'ai dit, dans l'initiation à cette relation sexuelle et dans la réponse que l'autre peut en faire, il n'y a pas oui, tu es d'accord pour un rapport sexuel avec moi, oui, je suis d'accord pour un rapport sexuel avec toi. Donc, il y a ce flou. Et ce flou est même jugé d'ailleurs, enfin, ressenti comme sexy. Mais dans la zone grise, c'est qu'il y a le flou, mais aussi il y a le malaise au moment où, chez l'un ou l'autre des personnes, au moment où ça se passe. Parce que je vous rappelle, le consentement est rarement exprimé clairement. Et en même temps, lorsque le non est exprimé clairement, 22% des hommes et 17% des femmes estiment que lorsqu'une femme dit non, elle veut dire oui. Ça vient du reportage zone grise, j'ai pas de valeur scientifique à ça. Alors j'ai mis zone grise, alerte rouge. Pourquoi? Parce que dans le consentement, on a une émotion positive qui est ressentie. Ça serait génial qu'on ait un oui ou un comportement verbal explicite qui initie la relation sexuelle. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans la zone grise, clairement, il y a un conditionnement sociétal. Il y a clairement une émotion négative d'un des deux côtés, avec ce malaise, plus ou moins ce traumatisme qui est présent. Il y a un doute. Pas de oui, pas de non. L'absence de réponse comportementale ou un signal mixte, ce qu'ils appellent le mixte signal. C'est quoi? Un comportement non verbal, un comportement verbal et non verbal qui divergent. Là, il y a un problème. Mais ce n'est pas forcément une problématique judiciaire ou qui va donner lieu à des poursuites. Pourquoi? Parce que dans l'agression, on en a parlé ce matin, dans l'agression sexuelle, dans le viol, il y a contrainte, menace ou surprise, il y a des émotions négatives avec un traumatisme, non, ou un comportement non verbal explicite qui va s'opposer. Il faut qu'on arrive à retenir la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, et là, il y a problème judiciaire. Je renvoie à la présentation de Maître Christophe. Pourquoi il y aurait un signal mixte? C'est-à-dire pourquoi on serait dans voilà, les signaux de l'externe consent qui divergent? C'est-à-dire un oui et un langage du corps qui irait dans le retrait. Elle a dit oui et pourtant son comportement montre le contraire. Elle a dit oui mais n'a pas envie. Et ben, pour plusieurs choses. Hein. Par politesse, par peur de blesser l'autre, par peur de perdre son copain, parce qu'il faut faire un minimum de sexe avec son copain, il faut être sexuellement actif, hein, j'en renvoie à ces histoires sociétales, parce que c'est plus facile de se laisser faire. Je vous renvoie aussi à la jeune fille hein, qui disait en finalité, à un moment donné, j'ai pensé que c'était plus facile de me laisser faire, clairement je me suis résignée. Alors, ce n'est pas la zone grise, pour moi, enfin, dessus. Il est possible que deux partenaires ne soient pas totalement en phase. J'ai mis un exemple, pas l'exemple qu'on s'attend, mais l'autre exemple. Madame a envie d'une relation sexuelle et monsieur est en train de lire, pas totalement dispo à ce moment-là. Monsieur peut permettre à madame cette relation. C'est un cadeau qu'il lui fait à ce moment-là. J'ai pas particulièrement envie à ce moment précis, mais ça me fait vraiment plaisir de te faire plaisir. Clairement, il y a des émotions positives qui sont ressenties. C'est OK. OK, l'interne consent et l'externe consent ne sont pas en phase, mais c'est OK. À ce moment-là, on fait un cadeau pour l'autre, c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça, tout va bien. On n'est pas dans la zone grise parce qu'on n'a pas le malaise. Hein. Je vous rappelle que pour qu'on soit dans la zone grise, il faut qu'il y ait ce sentiment de malaise. Ce n'est pas la zone grise de regretter un rapport sexuel a posteriori, et c'est pas du viol non plus. J'ai eu une relation sexuelle consensuelle que j'ai regrettée plus tard. Je croyais que je m'en avais envie, j'ai fait une erreur. On lui répond sur Internet. Non, si tu le regrettes, alors tu n'y as pas consenti à 100% et c'est un viol. Non, ça, non. Oui, non, mais oui. Oui, c'est non. Mais voilà, ce qu'on trouve sur Internet, c'est clairement quelque chose que j'ai retrouvé sur Internet. Voilà. Tout est viol. Donc, le malaise, au moment de cette zone grise, il est au moment où les choses se passent. Le fait de regretter quelque chose a posteriori, ce n'est ni de la zone grise, ni un viol. Voilà. Mais voilà, ça méritait voilà, qu'on puisse l'exprimer. Est-ce de la zone grise? C'est reprise. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais si votre oui n'était que le reflet du désir de l'autre. Alors pour moi, on n'est plus dans la zone grise, puisque là, logiquement,
pour moi, quand il y a emprise, il y a contrainte psychique et morale, et logiquement, on rentre dans le cadre de l'agression, puisque ce n'est pas un consentement libre, éclairé, authentique, et à la fois, je l'ai mis dans cette partie. On en a parlé ce matin. Le non-consentement, la zone grise, c'est déjà quelque part du non-consentement, au moins interne, hein, de ne pas avoir écouté son sentiment interne. Le non-consentement, bien sûr, la violence sexuelle. C'est très facile, la violence sexuelle, c'est clair quand il y a violence, contrainte, menace ou surprise. C'est constitutif d'ailleurs de l'agression sexuelle, mais il y a des histoires, et moi pour faire des expertises, je peux le dire que c'est pas simple des fois. C'est pas simple. C'est jamais simple les histoires de violence sexuelle. Et puis, il peut aussi y avoir des gens qui n'ont pas du tout l'intention d'obtenir le consentement parce qu'ils n'ont tout simplement pas voulu décoder l'autre aussi. Hein. C'est-à-dire que eux, c'était eux-mêmes, comme disait le docteur Danso, c'était Bibi et Bibi. Bibi, il avait envie, et puis Bibi, il a fait. Et puis que l'autre soit d'accord ou pas, de toute façon, l'autre n'avait pas réagi, donc ça allait bien à Bibi, et c'était très bien comme ça. Donc là, on est clairement dans la négation de l'autre, on est dans quelque chose, clairement, qui est totalement auto-centré. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes sans aller trop loin, parce qu'après, il y a le docteur Cano qui va venir parler. Moi, je voulais vous partager cette vidéo qu'on fait en psychoéducation avec les jeunes, et je voulais vous partager un peu les réponses qu'on a des jeunes sur cette vidéo que je vais vous montrer. Ça a mis du temps. J'étais retenu au bureau, mais dès demain je démissionne. Et là, je te remercie de m'avoir invité. Rachel ? Philippe ? J'en rentre pas. Alors pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce qu'on passe cette vidéo en séance de psychoéducation. Les jeunes doivent deviner la thématique de la séance. Donc on leur explique ce que c'est Friends, parce que la plupart ne le connaissent pas, hein, c'est pas de leur génération, voilà. C'est une petite, voilà, une petite explication, mais c'est pas pour ça, voilà. Ils ne connaissent pas, n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vieille vidéo? Mais ils doivent trouver la thématique de quoi on va parler. Et alors, ce qui est assez surprenant, et je ne sais pas si Mme Théière est là, mais voilà ce que viennent nous dire les jeunes sur cette vidéo. Ils viennent nous dire, ah bah c'est très facile, ça va parler de polygamie. Au début, ça nous a un peu surpris, puis à force d'avoir cette réponse, bon bah, c'est habitué un peu à la réponse, donc on sait ce qu'ils vont nous dire. Alors nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc on leur explique que bah non, c'est pas tout à fait de ça dont on va parler, on essaie de les amener à parler sur le consentement, à évoquer l'idée du consentement, et on essaie de débriefer avec eux, alors bah, avec laquelle vous préférez, alors ils viennent nous dire bah, c'est sur des caractéristiques physiques, ah, bah, nous on préfère la blonde, etc., mais par laquelle vous aimeriez le mieux être embrassé, enfin, ils viennent nous dire toujours sur des caractéristiques physiques, celles qu'ils préfèrent physiquement. Et on leur demande si elles ont toutes le même comportement, parce qu'on leur demande si elles sont d'accord déjà pour être embrassées. Alors là, dans 90% des cas, on a oui, elles sont toutes d'accord. Et oui, c'est ça qui est très surprenant, et c'est ça qui nous interpelle sur nous des choses qui sont évidentes, en tout cas pour les jeunes qui participent au groupe, qui sont des jeunes qui ont un souci potentiellement avec le consentement, parce qu'ils sont à ma consultation parce qu'il y a une infraction à caractère sexuel. Dans 80-90% des cas, ils viennent nous dire elles sont toutes d'accord. On leur demande bien, bah, pourquoi? Parce que tout simplement elles n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit. Bon. Donc on essaye d'avancer un petit peu sur voilà, quelles sont les différences en fait, hein, qu'est-ce qui se passe sur la première, et petit à petit émerge dans leur tête l'idée que, en effet, la première est quand même, plus active dans cette embrassade que les deux suivantes. Et on arrive à décrypter petit à petit avec eux
Qu'est-ce qui fait, du coup, quels sont les signaux comportementaux qui fait que la première, du coup, est plus active et que les deux autres, du coup, ne le sont pas du tout. Parce que clairement, dans les deux autres, on a la surprise. Voilà, on a la surprise et on a même le langage corporel qui va dans le retrait. Hein, on a le retrait des bras, on a même le... Enfin voilà, donc on a la surprise qui est assez claire, mais on voit bien que il faut reprendre avec eux. Donc quand on reparlait de l'initiation à la relation sexuelle qui est jamais exprimée clairement, on voit que là, ils n'arrivent pas du tout à repérer ça. On comprend bien que le reste va être compliqué. Que quelque chose, nous, on trouve peut-être simple, oui, il y en a une qui est d'accord, et les autres, elles ne pouvaient pas être d'accord, c'est une surprise en fait. Et que il faut qu'on décortique ça avec eux et qu'on reprenne le verbal et le comportemental. On sent que voilà, il y a du travail. Donc c'est une grande thématique, la thématique du consentement, mais au-delà de la thématique du consentement, c'est le repérage en fait chez l'autre. En fait, c'est le repérage de l'altérité de l'autre, qu'est-ce que pense l'autre, voilà, comment vit les choses l'autre. Et là, on voit bien qu'ils sont en grande difficulté, en tout cas pour les jeunes que je suis. Donc du coup, sans aller trop loin sur la prévention, mais l'idée c'est peut-être d'aller vers une culture du consentement. Et voilà, du coup j'avais trouvé cette petite chose sur la roue du consentement, donc un oui authentique, un oui informé et un oui libre. Un oui libre, est-ce que la personne a l'âge de consentir? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression sur elle pour consentir? Pression familiale, religieuse ou autre, sociétale? Est-ce qu'il y avait de la drogue? Est-ce qu'il y avait de l'alcool? Est-ce que le comportement verbal et non verbal allait dans ce sens-là? Et aussi, est-ce que la personne sait à quoi elle consent? Est-ce qu'elle a compris à quoi elle consentait? Puisqu'il y a certains de nos jeunes qui, en effet, ont des pratiques sexuelles, des fois qui sont, je pense par exemple à la sodomie, pour certains, qui vont dire, mais de toute façon, elle était d'accord pour une relation sexuelle. Oui, mais c'est pas... Enfin, il y a relations sexuelles et relations sexuelles. En effet, la sodomie, c'est une pratique sexuelle, mais la jeune fille n'était peut-être pas consentante pour celle-là. Et là, c'est un peu compliqué pour eux. Si elle était d'accord, en finalité, elle est presque d'accord pour tout. Voilà. Donc, la prévention, elle est indispensable. Et puis, j'ouvre pour la suite. Elle est indispensable pour faire changer les mentalités, faire la chasse, bien sûr, aux idées reçues, transmettre des valeurs, du respect, d'écoute, d'empathie, faire passer aussi l'idée que oui, et d'exprimer ce oui, en fait, c'est sexy. Parce que si à la base, en fait, c'est pas sexy, c'est sûr que les jeunes ne vont pas forcément le faire. Et c'est vraiment l'idée d'ouvrir le dialogue. Donc, en conclusion, les initiations à la relation sexuelle, elles restent majoritairement indirectes et faites par des garçons. En tout cas, c'est encore comme ça. Les difficultés de repérage comportementaux et de communication peuvent être présentes. En tout cas, moi, je le remarque beaucoup chez les jeunes que je suis. Ces difficultés, elles sont entretenues aussi par la société, qui va aussi créer la zone grise dans cette société aussi. Même si les choses avancent, et clairement elles avancent avec le mouvement MeToo, etc., on est encore sur des éléments, en tout cas de la culture du viol, et il faut replacer le consentement libre, authentique et informé au cœur de toute relation sexuelle, puisque ça serait la culture du consentement. Et je vous remercie, et voilà pour la fin de mon propos. J'attends vos questions.